Alors, avant la pause déjeuner, on va quand même passer un temps de synthèse, un petit peu de bilan sur finalement, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé dans la chaire depuis 5 ans. Peut-être reprendre certains éléments aussi qui ont pu être présentés. Il y aura moins de slides, ce sera passer plus de temps à discuter aussi. Donc, je vais passer assez rapidement sur la première partie. Donc là, nous allons avoir, en plus de moi-même, trois intervenants. Donc Alexandre Rambaud, Clément Féguer et Harold Levrel. Tous les trois donc, sont directeurs scientifiques de la chaire aux 3 axes dont on a discuté. Donc organisation, écosystème national. Je vais vous faire très rapidement un peu un panel de ce qui s'est passé de manière très générale un peu dans la chaire et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en sachant quand même qu'un rapport d'activité de premier cycle donc, sera diffusé dans les prochaines semaines ou début 2024, où vous retrouverez un petit peu le détail de tout ce qui a été présenté, les liens vers les différents livrables, publications, etc., ce qui vous permettra de rentrer un petit peu plus en détail sur les sujets qui vous intéressent le plus. Et tout sera aussi mis en ligne, enfin tout ce qui peut être diffusé sera mis en ligne donc, sur le site internet de la chaire. Donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus rester trop longtemps dessus, mais petite vidéo quand même que vous connaissez peut-être déjà, que je vais quand même vous diffuser, qui dure 3 minutes 30 et qui permet un peu de résumer pourquoi on a créé la chaire. Préserver la nature en faisant de la compta. C'est vrai que dit comme ça ne semble pas évident. Mais que ce soit à l'échelle d'un écosystème, d'une entreprise ou de l'État, c'est l'outil comptabilité qui nous permet de prendre des décisions, représenter ce qui compte, comparer, faire des choix, évaluer l'impact de nos actions. Alors pourquoi cet outil si précieux ne prendrait-il en compte que des éléments financiers en occultant les éléments essentiels dont nous avons besoin pour produire, les capitaux naturels? Nous empruntons constamment à la nature. L'air, l'eau, la terre, la biodiversité, sans pour autant lui rendre en retour. Pour aider à sauvegarder le vivant, notre monde commun, intégrer les enjeux naturels dans la comptabilité peut alors être un puissant levier. Attention, il ne s'agit pas de mettre un prix sur la nature et de ne la considérer qu'à travers les services ou les intérêts qu'elle pourrait servir. Nous devons au contraire reconnaître les écosystèmes, les êtres vivants, l'environnement comme des entités capitales à préserver pour leur valeur intrinsèque. Intégrons la nature comme source de préoccupation en définissant des seuils de bon état écologique des écosystèmes sur la base d'objectifs scientifiques et institutionnels et chiffrons la dette écologique en évaluant le coût des actions nécessaires pour protéger et réhabiliter les entités dégradées. Cette vision est celle que porte la chaire comptabilité écologique. La chaire est un espace de co-construction entre partenaires d'origine incroyablement variée et complémentaires, portés par une fondation reconnue d'utilité publique. Elle travaille à la recherche, au développement, à l'expérimentation et la promotion de comptabilité écologique, dite à soutenabilité forte de l'échelle des organisations jusqu'à celle de la comptabilité nationale. Elle développe aussi de nouvelles formes de comptabilité pour organiser l'action et la structuration de l'information au niveau des territoires et de l'État pour aider les acteurs à mesurer leurs impacts environnementaux et les accompagner dans la transition de leurs modèles économiques et dans la gestion collective des milieux qu'ils exploitent. En résumé, il ne s'agit pas de n'avoir aucun impact sur la nature, c'est impossible, mais de changer notre rapport au monde, de reconnaître à la nature un certain droit à être reconnu, considéré et préservé. En intégrant les enjeux environnementaux dans la comptabilité à différentes échelles,
Nous ne mettons pas seulement en place une nouvelle façon de compter, nous pouvons changer notre façon d'organiser et de penser la société. Changeons notre façon de compter, de prendre en compte et de rendre compte pour protéger ce qui compte vraiment. Voilà, donc une petite... donc ça, vous avez tout compris maintenant à ce qu'on fait au niveau de la chaire. Donc ça, c'est un petit point pour vous montrer un petit peu voilà, les partenaires académiques, les partenaires mécènes avec qui on travaille, qui ont été mentionnés tout à l'heure. Donc également la Fondation AgroParisTech qui porte cette chaire. Et puis donc la chaire est hébergée physiquement au CIRED, donc le Centre international pour la recherche et l'environnement et le développement. Voilà. Petit focus également sur d'autres organisations avec lesquelles on travaille. Alors, il y en a encore beaucoup d'autres. Il faudra compléter cette liste. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi qu'on a aussi certains projets spécifiques. Donc, comme on a mentionné tout à l'heure le projet ISGAP en Nouvelle-Calédonie, qui avait fait l'objet d'une étude avec l'Agence française de développement, le WWF, le groupe de travail économie et biodiversité avec l'Office français de la biodiversité, et puis aussi un certain nombre de réseaux dans lesquels la chaire est intégrée ou en tout cas a pu collaborer, donc comme le Collège des Bernardins, le projet ou encore le RIOD, voilà, dont le colloque annuel a été co-organisé par la chaire l'année dernière. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer un petit peu la variété aussi d'acteurs avec lesquels on est amené à travailler. Et aussi un certain nombre d'organisations qui font partie qui sont représentées en tout cas dans le cadre du conseil scientifique de la chaire. Voilà, donc l'équipe, je ne vais pas tout rementionner, mais donc vous avez entendu un certain nombre de personnes, des directeurs, une direction scientifique, un coordinateur scientifique, un certain nombre de doctorants et de stagiaires qui ont été financés par la chaire en 2023. Et puis donc un certain nombre de doctorants et de chercheurs qui sont également associés, dont un certain nombre de doctorants qui ont pris la parole tout à l'heure. Toute l'équipe de la Fondation AgroParisTech aussi qui travaille au portage de cette chaire, un certain nombre de collaborations et des représentants pour chacune des organisations partenaires académiques de la chaire. Voilà, donc ça c'est la fameuse cartographie que vous avez vue tout à l'heure, qui est presque complète, qui sera remise à jour dans le cadre du rapport d'activité du premier cycle, et qui vous permet là encore de voir un peu les intersections entre les différentes problématiques écologiques, les différents secteurs d'activité, et puis les 3 grands niveaux de comptabilité qui sont développés dans le cadre de la chaire. Quelques chiffres clés, la chaire sur 5 ans, c'est un peu plus d'1 million d'euros de financement sur 5 ans, 1,3 million. Un certain nombre de partenariats, comme ça a pu être dit, 14 thèses, dont 6 financées par la chaire, 8 associées scientifiquement. La première thèse soutenue de la chaire cette année donc par Clément Surin, qui a fait une présentation tout à l'heure. Donc premier docteur de la chaire avec les félicitations du jury. Un certain nombre de stages également et de prix obtenus pour ces stages, dont le prix Veblen pour le mémoire de Morgane Gonon, qui a été mentionné tout à l'heure. Et aussi des groupes de travail, alors le Lab Capital Naturel, qui a été rapidement mentionné tout à l'heure, qui sera rementionné, qui est une collaboration avec le WWF, qui rassemble donc des partenaires de la chaire et du WWF, qui travaillent sur des outils en soutenabilité forte, qui intègrent les enjeux justement de dégradation du capital ou des capitaux naturels dans le cadre de leurs activités. Et donc de faire la promotion un peu de ces outils et d'un certain nombre de retours d'expérience. Le groupe de travail économie et biodiversité qui a été mentionné, ou encore le projet européen Maya, dans lequel la chaire a pu être impliquée. Voilà, un colloque public annuel et puis un certain nombre de publications et de référencements qui seront mentionnés dans le rapport d'activité, comme ça a pu être dit. Alors, je rappelle juste les 3 axes de travail qui avaient été posés au départ de la création de cette chaire. Donc, le fait d'expérimenter des modèles comptables,
Donc voilà vraiment une mise en pratique sur des terrains spécifiques, donc à différents niveaux, là aussi comme on l'a vu. Des parties, on va dire, plus recherche fondamentale, donc vraiment peut-être plus théorique, de travailler vraiment sur le développement des dispositifs, des modèles qui sont promus dans le cadre de la chaire. Et puis enfin, de la diffusion de ces acquis dans le cadre d'événements et d'un certain nombre de projets ou de groupes de travail. Je vais donc passer rapidement sur ces slides, puisque un certain nombre de ces projets ont pu être mentionnés, mais ces quelques résultats qui sont mentionnés là seront diffusés de toute façon. Donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions. L'idée étant de les reclasser par axe de travail et justement par niveau de comptabilité. Donc voilà, la majorité des projets, encore une fois, ont été mentionnés. Et je vais donc laisser la parole à nos 3 directeurs scientifiques qui vont apporter un focus plus particulier sur leur axe, une réflexion sur les avancées alors au niveau de la chaire et puis de manière générale un petit peu sur la comptabilité nationale ou les travaux au niveau macroéconomique, comptabilité des écosystèmes, comptabilité des organisations. Avec un petit temps d'échange évidemment juste avant la pause déjeuner. Et donc je vais d'abord laisser Alexandre revenir au pupitre. Oui, donc rapidement, là, il s'agit de faire un focus sur chaque axe. Comme Aurélien l'a dit, comme ça a été dit, on est sur cette temporalité particulière où on termine un cycle et on va en commencer un autre. Ça, le deuxième cycle, on vous donnera quelques mots du deuxième cycle, mais à la fin de la journée. Ces 5 années au niveau comptabilité des organisations ont été extrêmement non seulement fécondes, mais denses. Donc là, je ne vais pas revenir sur les travaux et ce que j'ai pu mentionner sur les axes de recherche, mais je voulais vraiment indiquer que un point central des travaux de la chaire, c'est que on est parti quand même d'une situation dans les réflexions autour du lancement de la chaire qui ont émergé dès 2016 avec des acteurs très engagés côté recherche. D'ailleurs, je vais aussi rendre hommage largement à Jacques Richard côté recherche, sans qui la chaire ne serait pas là. Côté aussi entreprise avec Sylvie Bénard qui va intervenir d'ailleurs à la fin sous la casquette de la Fondation AgroParisTech. Donc des acteurs vraiment engagés à partir de quelque chose où sur CARE notamment c'était les débuts. On commençait à avoir quelques applications en entreprise, on commençait à avoir des réflexions qui se structuraient. Mais les ambitions étaient finalement au début pas extraordinaires. Il s'agissait de dire on va expérimenter dans des entreprises et puis on va voir ce que ça donne. Et 5 ans après, on est arrivé à faire quoi? À poser en fait la version 2 de CARE, la méthodologie que je vous ai présentée, avec un formalisme qui permet maintenant de passer à une vision beaucoup plus opérationnelle, automatisable et industrialisable entre guillemets, même si le terme voulant dire passage à l'échelle, on va dire, et d'avoir la possibilité de vraiment embarquer un programme complet avec plusieurs sous-axes, et donc quelque chose qui a complètement fertilisé. Et on en est maintenant donc à un niveau qui aurait été, j'avoue, assez inimaginable il y a 5 ans. Sur tous les débouchés et tout ce que ça peut offrir en termes déjà simplement de programmes de recherche. Mais ça a ouvert sur des perspectives totalement nouvelles aussi en termes de connexion très opérationnelle sur le terrain avec les acteurs côté entreprise, organisations publiques et institutions. C'est-à-dire que derrière la chaire, il y a une communauté qui a commencé à se mettre en place. La chaire étant vraiment sur l'axe recherche et diffusion de savoir, mais derrière il y a eu la constitution du CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est vraiment une émanation du travail rendu possible par la chaire, et qui, le CERCES, permet d'un côté un plaidoyer sur
comment est-ce qu'on se saisit d'un point de vue sociétal des enjeux de comptabilité écologique sous l'angle de la soutenabilité forte, et comment on va véritablement fédérer des professionnels pour mettre en place CARE de façon extrêmement opérationnelle, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, on en est sur l'opérationnalisation très forte de CARE dans les entreprises, ce qui a conduit à la création cette année, et là encore c'est une émanation qui a été rendue possible grâce à la chaire, de l'Institut de formation en comptabilité et gestion soutenable, l'ICGS, qui permet de former des opérateurs CARE, opératrices CARE, habilités donc à mettre en place CARE, donc des cabinets, des acteurs qui peuvent mettre en place CARE de façon habilitée et certifiée par le CERCES dans des organisations sous l'angle vraiment de réponse à des besoins organisationnels pour faire évoluer leur modèle d'affaires, pour faire évoluer leur compréhension de la performance, leur stratégie, etc. Donc, on en est à un niveau où on passe en fait à la dimension véritablement opérationnelle, concrète sur le terrain, avec des méthodologies qui fonctionnent et qui commencent à être reprises par les acteurs d'un point de vue totalement professionnel. Mais cela n'épuise en rien la nécessité d'avoir un lien extrêmement fort avec la recherche. Et en fait, on est, à mon sens, au niveau de la chaire, dans un cycle extrêmement vertueux qui permet, comme on le voit dans d'autres sphères, par exemple, on en parlait encore hier avec Aurélien, c'est ce qu'on voit par exemple dans la recherche médicale, où c'est pas parce qu'on a de la recherche qu'on n'a pas un déploiement extrêmement opérationnel sur le terrain qui va appliquer le fait qu'il faut continuer de la recherche, etc., etc. C'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a toute la recherche sur laquelle je ne reviendrai pas avec tous les axes de déploiement. On a le côté opérationnalisation avec les mises en œuvre dans les organisations, encore une fois de façon extrêmement opérationnelle, où on commence à avoir des retours en fait, de modification de modèles organisationnels, de modèles d'affaires dans des business uniques, y compris de grands groupes, par la mise en place de CARE, avec un renouvellement des dialogues opérés grâce à CARE sur le terrain dans les cadres des missions, donc avec les parties prenantes, dont les investisseurs, donc avoir d'autres façons aussi de concevoir le rapport à l'investisseur. On a eu un cas qui a été présenté au Salon ProDurable cette année officiellement, où une PME, en fait, en mettant en place CARE et en modifiant ses comptes, a eu des comptes qui ont été validés en fait, par la BPI, et la BPI a revalorisé l'entreprise par l'apport en fait, de la rigueur et de la reconception du modèle d'affaires de l'entreprise grâce à CARE. Donc voilà, on commence à avoir donc, ces exemples extrêmement, encore une fois, concrets. Mais tout ça oblige à avoir derrière ce volet recherche qui va pouvoir insister de façon extrêmement forte, par exemple, comment on structure les bons états écologiques et donc alimenter vraiment les mises en œuvre opérationnelles. Et le terrain dit justement les missions donc en fait, très concrètes au niveau des entreprises, va dire mais il nous manque en fait des briques, hein, comment est-ce qu'on peut les alimenter? Et puis il y a aussi le volet institution. On parlait de CSRD, justement CARE, grâce à la recherche, permet d'alimenter tout le pan normatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pose vraiment des normes comptables qui sont exigeantes et qui vont même au-delà de CSRD, comment on pose un vrai plan de compte? Eh bien, derrière CARE, on passe notre temps à réfléchir justement sur qu'est-ce que peut être un futur plan de compte qui soit totalement sous une habilité forte. Donc voilà ce à quoi contribue la chaire. Et grâce à ça, ça permet de normaliser aussi les actions donc, sur le terrain. Et c'est cette boucle-là, véritablement, qui est une boucle vertueuse. On a besoin de cette imbrication permanente entre recherche, institutionnalisation et débat de société et opérationnalisation qui est vraiment centrale dans la réflexion de la chaire. Et je pense que, de mon point de vue, c'est un des grands succès de cette chaire, c'est d'avoir pu initier cette boucle. Et dans le second cycle, on va tout faire pour l'entretenir et même la porter encore plus loin. Merci, je passe la parole à Clément. Merci Alexandre. Je vais essayer d'être bref également. Donc, en ce qui concerne la comptabilité écosystème centrée, au début de la chaire, elle était identifiée comme une possibilité d'expérimentation
voilà, il n'y avait pas un axe écosystème, ça s'est fait petit à petit. Et en fait, ce qu'il faut voir sur ce sujet, c'est qu'il y a 5 ans, on partait d'une idée. En fait, on partait d'une idée qui avait été théorisée, dont la théorie avait été publiée, dont à la fois dans des revues en comptabilité, c'est-à-dire l'idée d'étendre la comptabilité à des périmètres de gestion collective des problèmes écologiques. Ça, c'était une idée nouvelle d'une certaine manière. Et ça commençait à être posé. Il y avait eu des travaux aussi avec des écologues et des scientifiques de la conservation, justement pour les intéresser aussi, puisque c'est quand même eux qui tiennent aussi le design des systèmes d'information qui vont être pertinents sur les écosystèmes, pour les intéresser à ces nouvelles formes de problématisation de la conception d'outils à l'échelle des écosystèmes qui passent par une problématisation donc comptable, etc. Donc il y avait eu tout un travail qu'on avait fait avec Laurent Mermet, et c'est l'occasion de lui rendre hommage aussi, sur ce plan théorique, disons. Et donc c'est à ce moment-là qu'a commencé la chaire, et qu'on a commencé aussi à voir dans différentes directions dans lesquelles développer cette idée. Alors une des premières choses qui a permis la chaire, c'est de vraiment travailler la question des articulations avec à la fois les comptes publics et nationaux et les comptes d'organisation, qui étaient en fait l'une des raisons de départ de problématisation comptable des problèmes écologiques collectifs. L'idée que parce qu'on les conceptualise et qu'on les traite comme des problèmes comptables, on peut aussi derrière raccrocher ça en fait aux formes de comptabilité organisationnelle et aux formes de comptabilité nationale. Donc ce travail sur les articulations, il a pu se faire à travers les thèses passées en cours, il a pu se faire aussi à travers un stage où on a pu avancer sur ces questions, et ça a donné lieu à un certain nombre de publications. Et je pense qu'une des étapes qui a été franchie grâce à l'existence de la chaire, c'est quelque part la reconnaissance de l'importance de fonder des nouvelles formes de comptabilité conceptualisées comme telles sur ces périmètres un peu nouveaux qui ne sont pas du tout ceux historiques de la comptabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de travail qui était vraiment au cœur de l'axe écosystème, c'était de travailler sur le développement d'un modèle, d'un cadre comptable écosystème centré, qui était issu de mes travaux de thèse, qui là aussi était vraiment, c'était sous forme c'était au stade de concept, et donc il y a eu, la chaire a aussi permis de multiplier les expérimentations qui ont permis un premier prototypage et une première formalisation en fait de ce cadre comptable avec des comptes, des propositions de catégorisation, des formes de méthodologisation aussi. Donc la chaire a vraiment permis d'avancer sur l'élaboration en fait de ce cadre comptable, de par les expérimentations aussi qui vous ont été présentées tout à l'heure, pour aboutir à des formes de formalisation qui devraient être publiées prochainement, et pour qu'elles puissent être diffusées aussi plus largement, et qu'elles fassent l'objet d'expérimentations plus larges. Et donc il y a aussi eu le montage d'un certain nombre de formations, d'insertion aussi des réflexions en comptabilité écosystème centré dans les formations à AgroParisTech et dans d'autres institutions. Donc voilà, ça a permis, on l'a dit, de travailler avec d'autres acteurs, d'ouvrir aussi cette question de la comptabilité à des acteurs qui ne sont pas traditionnellement, qui n'ont pas beaucoup d'appétence pour cette question de la comptabilité. On parle d'acteurs d'ONG d'environnement, on parle, souvent il y a des réactions un peu négatives, et donc ça permet d'aborder cet objet aussi autrement, et d'intéresser en fait des acteurs un peu plus largement à cette question. Et puis voilà. Donc c'est sur ces deux dimensions que ça a permis d'avancer. D'un côté, faire reconnaître l'importance de ce périmètre. Deuxièmement, faire émerger en fait un premier cadre, un premier modèle et une première forme de méthodologie en fait de travail, tout en embarquant des jeunes chercheurs aussi dans ce travail de maturation en fait et d'invention aussi de nouvelles formes d'outillage et de méthodes. Alors simplement pour finir et pour se projeter un peu, c'est-à-dire qu'en fait la spécificité de la comptabilité écosystème centré, c'est que par nature, c'est même son apport principal, elle est à l'interaction d'un certain nombre d'acteurs qui ont différents types de leviers d'action. Et donc évidemment il y a les entreprises, donc ça peut apporter, la comptabilité écosystème centré, on l'a dit, peut apporter des manières de connecter les entreprises à des problématiques de cogestion qu'elles rencontrent sur les territoires, là où elles cherchent à avoir de l'impact positif, et donc ça permet
d'être à la fois de gérer ces problématiques de cogestion et puis d'avoir des formes de rapportage qui vont être plus crédibles aussi sur le type d'impact réellement obtenu à l'échelle de l'écosystème. Les gestionnaires de la biodiversité aussi, à qui ça peut apporter en fait des manières de mobiliser les connaissances produites sur la biodiversité dans l'action, aussi de justifier de résultats obtenus, d'aller chercher aussi des moyens en montrant, Caroline l'a dit, les impacts obtenus. Enfin voilà, je ne vais pas faire tous les acteurs, mais bon, pour les investisseurs, que ce soit les investisseurs publics ou privés, ça permet aussi de faire des liens entre des mobilisations de moyens et des systèmes de gestion collective sur les territoires. Et pour les citoyens, c'est aussi des pistes de travail. Et ben, ça permet de politiser aussi, de rendre visibles les préoccupations écologiques sur les territoires pour aussi permettre de demander des comptes en fait, à partir de ce qui a du sens pour des collectifs de citoyens sur les territoires. Dans les travaux en comptabilité critique, on parlerait de counter-accounting, voilà, un contre-pouvoir comptable ancré dans l'écosystème. Donc voilà, il y a toutes ces pistes aussi de travail qui ouvrent en fait à la création d'une communauté apprenante qui soit plus élargie aussi que les acteurs traditionnels de la comptabilité. Et c'est aussi un des objectifs de ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Voilà, je vous remercie. Et je passe la parole à Harold Levrel pour l'Axe national. Merci, bonjour à tout le monde. Donc oui, sur la comptabilité nationale, si on veut faire un bilan, c'est pas complètement évident en 2 minutes, mais ce qu'on peut dire, c'est au départ, il y avait l'idée de mobiliser la notion de durabilité forte, qui est un élément, un marqueur de la chaire, de considérer que en 2018, donc, si je ne me trompe pas, on avait une situation qui était favorable pour travailler sur cette durabilité forte au niveau national. Et il faut souligner que depuis quelques années maintenant, la France a pris des engagements, en fait, qu'elle ne respecte pas forcément dans l'application, mais en tout cas dans les textes en matière de neutralité écologique. On peut parler du ZAN, là, qui est apparu récemment dans le vocabulaire, de la neutralité carbone ou de l'absence de perte nette de biodiversité. En fait, autant d'éléments qui renvoient à quelque chose qui se mesure en termes biophysiques. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit qu'on veut faire du ZAN à l'échelle de la France, eh bien, à un moment donné, il va bien falloir mesurer l'artificialisation des sols et cet objectif de neutralité. Bon. Ça, c'est un constat qu'on a fait. Il y a une assise institutionnelle via ces textes. Il y a une assise théorique via ce sujet de la durabilité forte qui existe dans le champ de l'économie écologique depuis assez longtemps. Et il manque un outil, en fait, pour mesurer tout ça. Et donc, nous, au niveau national, on s'est posé la question dans ces termes précis, comment on peut développer une comptabilité qui permette d'accompagner l'État, finalement, dans les engagements qu'il prend, ou éventuellement à des acteurs qui veulent rappeler à l'État les engagements qu'il prend sur des bases, je dirais, mesurables. Donc, pour cela, on a mobilisé au départ les coûts écologiques non payés. C'est une notion dont vous avez peut-être entendu parler depuis ce début de matinée. Je n'étais pas là pour le début de journée, je m'en excuse. Qui donc a été développé par André Vanoli, comptable national, éminent comptable national, à qui on peut rendre hommage ici aussi, parce qu'il a été précurseur sur le sujet en France et au niveau international aussi. Et donc, comment nous avons procédé pour faire vivre cette idée des coûts écologiques non payés à l'échelle de la chaire? Alors, tout d'abord, on a eu Clément Surin, dont vous avez effectivement entendu la présentation tout à l'heure, et qui, je le rappelle, a été notre principale force de travail sur ce sujet en comptabilité nationale, en traduisant des objectifs justement du zéro artificialisation nette ou du bon état écologique des masses d'eau, qui est un autre objectif sur lequel nous avons travaillé en partenariat avec les agences de l'eau. Ça, c'est des exercices très concrets où on lie objectifs institutionnels et une comptabilité en partenariat par ailleurs avec des acteurs qui ont la charge de mettre en œuvre ces politiques. Donc, c'est des choses assez concrètes, du chiffrage, de la comptabilité sur ces sujets. Nous avons eu l'opportunité aussi de travailler à l'échelle européenne sur les comptes d'écosystèmes de l'ONU. Ça, c'est une opportunité qui nous a été donnée via le projet Maya et auquel la chaire était associée.
avec les premiers comptes d'écosystèmes marins, puisque nous avions cette prérogative dans ce projet de travailler à l'échelle des écosystèmes marins. Bon, alors la petite déception au final, c'est que ces écosystèmes marins ne vont pas entrer dans la nomenclature obligatoire qui va être déployée par Eurostat. Donc, quelque part, le travail que nous avons réalisé ne sera pas capitalisé en première approche dans ces comptes. Pour autant, la méthode que nous avons développée, on l'espère, pourra être utilisée dans le développement des comptes d'écosystèmes terrestres. On a travaillé sur une comptabilité biophysique et monétaire, dans l'esprit de ce que j'évoquais précédemment. Ce que je peux aussi évoquer, c'est le travail mené avec Aurélien, dans le cadre du groupe de travail sur les indicateurs économiques de l'Observatoire national de la biodiversité, et notamment un indicateur qui nous a pris beaucoup de temps, et dont aussi vous avez sûrement entendu parler, qui est les dépenses favorables ou défavorables à la biodiversité qui peuvent être accolées au projet de loi de finances, qui est chaque année voté et dont maintenant nous avons le budget vert pour nous dire si ce projet de loi de finances est vertueux ou pas du point de vue de l'environnement. On a approfondi sérieusement ce bilan du point de vue de la biodiversité et évidemment certaines conventions comme le fait que tout ce qui est bon pour le carbone est bon pour la biodiversité s'avère ne pas résister à une analyse un petit peu approfondie, ce qui nous a amené à recalculer ces dépenses et à pouvoir en proposer un premier bilan assez prochainement, voire dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que je peux évoquer dans les travaux qui ont été réalisés? Alors, peut-être un des éléments tout récents là, qui a été fait par plusieurs personnes qui ont été associées à la chaire, je vais les nommer, Charles Claron, Mathilde Salin, Nicolas Mondolfo et Élodie Nguyen-Rabot, qui ont travaillé cette année sur la mise en place d'une nomenclature des coûts de restauration et de maintien de la biodiversité. Ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que depuis la naissance de cette chaire, on n'arrête pas de parler qu'il va falloir mesurer en termes monétaires l'équivalence à travers combien ça va nous coûter de restaurer, de maintenir, d'entretenir. Mais en réalité, si on regarde la littérature, c'est assez pauvre là-dessus. Il y a une énorme hétérogénéité dans les coûts. Et donc, l'approche qui a été retenue cette année avec ces étudiants, ça a été de dire, OK, repartons de la base, demandons aux opérateurs qui réalisent ces actions de désimperméabilisation, de dépollution des sols, de plantation, pour chaque tâche, combien ça coûte. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas un scénario de renaturation ou de compensation qui vaudra équivalence dans la comptabilité, on en a des dizaines et des dizaines de scénarios. Eh bien, pour avoir une nomenclature qui nous permette de conjuguer ces scénarios avec des coûts réels, il nous fallait en fait un détail de ces coûts tâche par tâche. Et ça a été un travail qui a été réalisé, qui je pense sera profitable à toutes les échelles de comptabilité dans la chaire, puisque ça vaut évidemment pour la comptabilité nationale comme pour la comptabilité des organisations ou la comptabilité des écosystèmes. Voilà, je pense que j'en ai à peu près fini. Je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que la comptabilité nationale existe dans cette chaire qui était dominée par notre tête de gondole, Kerr, bien sûr, mais qui a aussi, je pense, réussi à initier des choses novatrices dans le paysage français. Et donc, Morgane Gonon, que je n'ai pas encore mentionné parmi les personnes qui ont contribué à tout ça, qui a fait à la fois un stage et qui maintenant fait la deuxième thèse dans le cadre de la comptabilité nationale, et la dernière personne que je voulais évoquer. Je crois que je n'ai pas oublié personne. Si c'est le cas, je m'en excuse platement. Alors, on va prendre 2 ou 3 questions maximum, si ce sont des questions courtes, et après, on va aller manger. Donc, merci déjà à nos 3 intervenants, évidemment. Et on a une question, 2 questions. Enfin, ça. Merci pour ces présentations, Christophe Drozo. Je voulais savoir si vous aviez des articulations avec d'autres chaires. Je pense notamment à la chaire Capital Humain et Performance Globale de Bordeaux pour des travaux en commun. Alors, merci pour la question. Alors, on a la chaire en fait travaille sous la forme d'une fédération. Donc, on a des articulations avec d'autres chaires. Alors, notamment une chaire à La Rochelle sur la performance globale. Et d'ailleurs, il y a une thèse qui est en cours, qui est donc de la chaire La Rochelle et qui est en connexion avec les travaux de la chaire comptabilité écologique chez Fleury Michon.
Et là, on en parlera dans le second cycle. La chaire va être, alors, c'est en cours de construction, mais c'est plutôt bien lancé, relié à un vaste projet de chaire internationale sur la finance critique. Donc on a plusieurs liaisons avec un certain nombre de chaires. Le critère central, c'est toujours la soutenabilité forte écologique. Et ce qui se passe, c'est que, j'aurais tendance à dire, malheureusement, un certain nombre de chaires ne sont pas alignées là-dessus. Et sur la question, par exemple, des capitaux, la compréhension des capitaux par la plupart des systèmes comptables sont sous l'angle classique de la productivité, c'est-à-dire en quoi le savoir ou les services écosystémiques apportent une productivité et comment on va compter, en fait, non pas des états de préservation et les coûts associés, mais comment on va compter, en fait, ce que ça apporte comme bénéfice, notamment d'ailleurs à la valeur actionnariale ou même à des valeurs actionnariales pensées de façon plus partenariale. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, on est confronté en fait à des demandes de collaboration. On reçoit beaucoup de demandes de collaboration. C'est ce qui d'ailleurs traduit aussi la place de la chaire actuellement. Mais souvent, on est amené en fait à avoir des discussions qui ne débouchent pas, parce qu'on se rend compte qu'en face, on entend des termes comme internalisation de l'externalité, comme prise en compte des bénéfices de la nature, etc., etc. Et c'est pas en fait ce que l'on veut faire, tout simplement parce que véritablement, et c'est un des travaux aussi centraux de la chaire, c'est que quand on croise ça avec ce que l'on sait en sciences écologiques et en bioéconomie, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire ce n'est pas ce qui permet de garantir la préservation des écosystèmes et la préservation de la décence des êtres humains et de l'intégrité physique et psychique des êtres humains. Donc en fait, c'est pour ça que on a un certain nombre de collaborations et un certain nombre de discussions qui ne débouchent pas forcément sur des collaborations. Voilà. Mais merci pour la question. Alors, Mathieu Delaby de l'OFB. Moi, j'avais une question. Là, on va rentrer très rapidement dans le déploiement de la SNB3, dans la planification écologique qui va se faire par territoire, par région, etc. Et je me dis qu'il faudrait potentiellement outiller, accompagner les acteurs avec ce que vous avez développé, déployé. Je ne sais pas comment on fait. Quels seraient les besoins de la chaire pour encadrer les stages de manière plus large, faire bénéficier le plus grand nombre des travaux et des outils que vous avez déjà déployés. Mais on rentre dans une phase où il y a vraiment y avoir des terrains d'action à grande échelle avec des sujets et des cibles clairement accessibles et identifiables. Et je pense qu'il ne faut pas louper cette période-là dans laquelle on entre, qui va durer un peu plus d'1 an. Alors je ne sais pas comment on peut faire pour vous aider à ça, mais merci de nous faire part de vos besoins. Je peux commencer une réponse. On en parle beaucoup actuellement, effectivement, de la SNB, par plusieurs canaux, par plusieurs acteurs. Alors, sans rentrer dans des discussions actuellement aussi d'ordre confidentiel, oui, merci de le souligner, parce que il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre et la chaire compte bien être partie prenante active là-dessus. Merci aussi de poser la question de nos besoins, parce qu'on a besoin de soutien, effectivement. Et c'est typiquement, voilà, dans SNB3, et en plus sur les 3 axes, la possibilité d'avoir une contribution importante. Comme je le dis, on est en dialogue par rapport à ça. On a besoin aussi d'accompagnement, alors évidemment de soutien financier, je fais un appel à soutien financier, mais aussi de soutien institutionnel. Et c'est quelque chose qui est important, c'est que la chaire aussi a pu prendre cette place parce que derrière, il y a des personnes qui soutiennent institutionnellement aussi. Et ça, c'est aussi déterminant. Et notamment dans SNB3, ça va être aussi déterminant. Et donc, ouais. Oui, merci beaucoup Mathieu. Bon, effectivement, c'est un sujet très important. Sur la question de la comptabilité écosystème centré, par exemple, c'est des outillages qui sont faits pour équiper les acteurs de la biodiversité, et aussi leur redonner une place aussi dans ces débats, pas que comme producteurs de données qui vont ensuite être absorbés par
tout un tas d'autres systèmes, mais comme acteurs qui peuvent prendre en charge aussi des questions de cogestion sur les territoires en interaction avec d'autres acteurs. Et je pense que dans le cadre de la SNB3, la place de ces acteurs est très importante. Et donc, donc ça, c'est pour la question écosystémique, mais au niveau de l'écosystème. Mais en fait, justement, les articulations entre échelles, comme l'a dit Alexandre, qu'on cherche à construire, il y a des débouchés sur les questions de planification avec la question nationale. Il y a des débouchés sur la transformation des filières impactantes sur la biodiversité à travers CARE, et il y a la question de la place des acteurs et des actions collectives pour la biodiversité sur les territoires. Donc effectivement, ça me paraît être une piste d'investigation et d'articulation très forte, et une fenêtre d'opportunité très forte. Oui, alors j'ai pas vu qui posait la question. Voilà. Ah oui, très bien. Moi, j'ai envie de vous proposer un truc très concret. Demain, vous mettez en place un groupe de travail comptabilité nationale, des engagements de la SNB, et on verra comment la dette elle évolue au fil des années. Et ça, c'est pas compliqué. On mesurera comme on pourra, mais en tout cas, en avançant sur les indicateurs. Si vous avez, à mon avis, la possibilité de faire ça, je pense que ce sera très très intéressant. De réfléchir à ça, sachant qu'évidemment il y a l'Observatoire national de la biodiversité qui dans ce contexte doit jouer une fonction très particulière, mais ça me semble être une super opportunité. Une dernière question dans la salle et puis une question à distance et puis... J'ai une question très courte et très pratique. Il y a en comptabilité classique un process de dépôt des comptes et de publication. Je voudrais savoir si pour la chaire aujourd'hui, alors je ne pense pas trop à l'axe national bien sûr, mais les axes écosystèmes centrés et entreprises, est-ce qu'il y a un process ou est-ce qu'il y aura un process dans lequel les comptes sont déposés et consultables pour qu'on apprenne les uns des autres? Merci. Alors pour la comptabilité écosystème centré, pour l'instant, ça fait l'objet. Enfin, les expérimentations concrètes ont fait l'objet de mémoires de stage qui sont accessibles. Et surtout, en fait, le projet dont a parlé René Yeo tout à l'heure, qui est le projet MAPCO, qui est un projet associé à la chaire, non pas financé par la chaire, mais associé scientifiquement à la chaire. Donc milieu aquatique, biodiversité, comptabilité Occitanie, qui a été financé par la région Occitanie, les agences de l'eau à Loire-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. En fait, est en train d'arriver doucement mais sûrement à son terme, et donc dans ce cadre-là, les terrains d'expérimentation feront l'objet de la rédaction d'un rapport avec les comptes qui auront été construits, etc. Donc oui, il y a, et puis après il y a évidemment les publications scientifiques aussi qui sont aussi en cours de rédaction et de finalisation. Donc oui, je sais pas, enfin en tout cas le dépôt des comptes quand on est chercheur, ça se fait aussi par les publications scientifiques, et donc c'est une manière de diffuser la connaissance, en tout cas pour le niveau le stade de maturation auquel on est sur la comptabilité écosystème centré. Oui, merci pour la question, parce que en fait, il faut distinguer ce qui relève de la recherche, qui de toute façon est publique, et tout ce qui est fait est rendu public dans le rythme de la recherche, qui est un rythme, une thèse c'est 4 ans, donc c'est dans ces rythmes-là. Comme vous l'avez vu sur la thèse de Clément Surin, il commence à y avoir des comptes qui sont dans la thèse et il y a des publications qui avec. Ça va être la même chose sur toutes les thèses sur la comptabilité organisationnelle. Et puis, il faut distinguer ça de ce qui se fait sur le terrain, donc là, vraiment opérationnel, concret, qui là est fédéré au niveau du CERCES, où là, on est dans un autre processus, parce que ce sont des comptes qui sont privés, qui appartiennent aux entreprises, c'est-à-dire que CARE n'est malheureusement pas encore normalisé publiquement et obligatoire publiquement, avec la même obligation de reddition de comptes que pour les comptes financiers. Ça reviendra un jour. Mais en attendant, on est tributaire en fait de ce que les entreprises veulent. Et alors il y en a qui publient ou qui en tout cas publient des bouts. Ça a été le cas de la présentation à ProDurable avec des éléments qui ont été publiés. Il y en a d'autres. Et c'est un point qui est intéressant parce que CARE n'est pas du tout utilisé pour faire de la communication RSE. C'est utilisé pour faire de la restructuration stratégique en interne. Et on est face en fait à des vraies demandes en interne en disant on ne veut pas en fait que les données qui sont ultra confidentielles soient publiées. Donc on essaie d'y travailler à ça. On a des agoras au niveau du CERCES qui permettent d'avancer sur le partage des données, mais c'est extrêmement sensible.
enfin, comme on peut le comprendre. On n'est pas en train de faire de manier 2 ou 3 chiffres qui n'ont aucun impact sur la redéfinition des modèles d'affaires. Donc du coup, ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler activement pour essayer de justement faire en sorte que la communauté dans son ensemble croisse. Et donc voilà, au niveau recherche et public, ça va être publié progressivement et sans problème. Au niveau privé, on est tributaire forcément de ce que les entreprises acceptent ou n'acceptent pas. Et voilà. On va clôturer par les questions à distance. Donc 2 sous-questions. Donc déjà pour réagir sur les liens avec l'OFB, quels sont les liens ou quels ont été les liens de la chaire avec l'ADEME? Et enfin une question un peu plus technique et qui va être en lien avec les interventions de cet après-midi. Dans les recherches, quelles sont les connexions avec les cadres juridiques? Et la question concerne celui du commerce équitable avec la loi de 2005 sur les paiements d'avance avec retour sur investissement. Donc voilà, quel est le cadre juridique dans le cadre des expérimentations? Je vais bien commencer sur l'ADEME, je laisserai compléter. Alors l'ADEME, on a beaucoup d'échanges. On a notamment avec la direction scientifique, évidemment, mais pas que. C'est encore une fois sur des questions de... Il y a le volet scientifique, il y a le volet recherche, il y a le volet opérationnel. Alors dans le cadre de CARE, mais indépendamment de la chaire, en lien avec la chaire, il y a eu une opération collective qui a été menée en PACA avec l'ADEME. Donc voilà, où ils sont rentrés dans le sujet. C'est posé la question, est-ce qu'on va plus loin au niveau scientifique et recherche? Bon, ça n'a pas pris directement, et c'était plus sur un volet plus développement opérationnel. Et on a commencé aussi à discuter, ça fait 1 an et demi, sur la question des bons états écologiques, justement, et comment l'ADEME pouvait s'en saisir. Donc, on est plutôt actuellement, en tout cas sur le volet comptabilité organisationnelle, sur une phase on discute, on voit s'ils sont intéressés pour rentrer dans la recherche ou plus sur l'opérationnel, sachant qu'il y a déjà eu des accompagnements, et voir s'il y a des collaborations possibles. Mais oui, on est en dialogue largement avec eux. Je sais pas si... Oui, sur les textes juridiques, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand je sais pas quand je vois qui a posé la question là, mais c'est même un élément clé, puisqu'on a une approche qu'on pourrait qualifier d'institutionnaliste en économie dans cette chaire, c'est-à-dire une approche qui se base sur les conventions, les institutions sociales qui structurent l'organisation de la vie collective et évidemment de la vie économique. Donc ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est de voir si les textes juridiques produisent de la norme qui peut nous être utile dans la qualification de la dette écologique. Ça ne veut pas dire que la dette écologique doit toujours être qualifiée comme ça, parce que parfois la norme ne va pas nous apporter d'éléments concrets pour qualifier ça de manière intéressante. Mais clairement, sur les objectifs de bon état écologique ou les éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, on a quand même pas mal de choses qu'on peut mobiliser. Alors ça, c'est à l'échelle comptabilité nationale, mais de mon point de vue, c'est de toute façon du multiscalaire. C'est-à-dire qu'en réalité, de la norme, il y en a partout, la CSRD va en produire, etc. Et donc, c'est là que, d'un point de vue économique, c'est important. Économiquement, habituellement, on va avoir comme référentiel normatif le maximum de bien-être, l'approche welfariste. Nous, dans la perspective qu'on adopte, c'est pas ça. L'objectif, il est vraiment de travailler sur des normes qui font le contrat social et qui, derrière, donnent lieu à une vision plus instrumentale de l'économie, c'est-à-dire comment l'économie permet d'accompagner l'atteinte de certains objectifs notifiés dans ces institutions. Oui, justement, on va en parler cet après-midi en table ronde, ça permet de faire le lien. Et on viendra aussi sur en quoi les différents travaux de la chaire, entre autres, permettent d'alimenter les réflexions. On parlait du commerce équitable. C'est juste pour citer, par exemple, la thèse de Louis Dumont qui a été mentionnée, travaille sur la question du double affichage et des prix et justement de la structuration, notamment de ce que serait un prix juste. Et on est en plein là dans c'est aussi des contributions à la question de l'évolution du droit social, droit environnemental. Et ça, on en parle plus en détail cet après-midi. Merci beaucoup à tous nos intervenants de la matinée.